contribué. Merci à lui. Voilà, donc prédécesseur d'Amaris. Pardon, faut que j'avance mes diapos. Au niveau des matériels et méthodes, quelques chiffres quand même. Notre échantillon, 215 exploitations qui ont été suivies pendant au moins cette année, entre 2014 et 2022. Voilà, on acceptait qu'il y ait parfois eu des trous dans les suivis, mais il fallait qu'elles soient, que les données soient présentes au moins sur 7 ans. Donc le travail, comme je vous le disais, sur l'évolution des systèmes fourragers. Et pour notre analyse, on a fait des moyennes des résultats de 2014-2015 qu'on a comparé à 2021-22, ou plutôt 2021-22 comparé à la situation de départ 2014-2015. Alors, analyse pas forcément très facile à réaliser. On a tourné les chiffres un peu dans tous les sens pour arriver finalement à une façon de l'étudier. Il y en aurait eu sans doute d'autres. Ce qu'on a retenu comme critère discriminant, c'est l'évolution du maïs dans la surface fourragère et également le fait que les exploitations étaient bio ou pas bio et si elles étaient converties. On le verra après. Quand même, avant de parler évolution du système fourrager, il faut quand même se souvenir un peu de ce qui s'est passé durant cette campagne étudiée, alors au moins sur le début et la fin. D'un point de vue climatique, l'année 2014 était plutôt favorable, celle de 2015, l'année chaude, l'était plutôt moins. Et puis 2021 avait été une année très, très bonne sur le plan fourrager, alors que 2022, une année très chaude avec une sécheresse très marquée. Côté prix du lait, on sortait de la période quota, fin de quota. L'année 2014, ça s'était plutôt bien passé et 2015, augmentation des volumes, etc. Marché déstabilisé, année plutôt très mauvaise. Ensuite, sur la fin de la période, on a observé une remontée du prix du lait et 2021-22 étaient des années donc plutôt favorables. Alors, du côté des céréales, début de période plutôt défavorable, voire très défavorable, question prix et puis question rendement aussi, alors qu'à l'inverse, la fin de la période étudiée, 21-22, était plutôt très favorable. Alors, il faut avoir ça en tête quand même parce que, comme on analyse les résultats économiques globaux, pour des exploitations comme la céréale, il faut garder ça en tête quand même. Ensuite, du côté des prix des intrants, 2014-15, c'était plutôt pas mal, alors que sur la fin de période, sortie de Covid, on en a un peu parlé, et puis guerre en Ukraine ont fait que explosion du prix des intrants, que ce soit sur les aliments et surtout sur le prix de l'énergie. Autre élément quand même impactant la campagne, il faut se souvenir que les éleveurs savaient qu'on allait sortir des quotas et du coup, il y avait une certaine capitalisation des cheptels. Et je n'en dirais pas beaucoup, mais les éleveurs avaient anticipé cette sortie. Question évolution des systèmes fourragers. Notre partition en fonction de l'évolution de la part de maïs dans la surface fourragère, donc entre début et fin de période, on a fait le choix d'isoler les exploitations qui étaient bio au départ. On avait 25 fermes, c'est sur le bas de la diapo. Et celles qui se sont converties, il y avait 18 fermes. Donc sur les 215 au total. Et ensuite, parmi les conventionnels, un groupe qu'on a appelé conventionnel stable, à savoir que le maïs a évolué de plus ou moins 4 points maximum, donc dans sa part présente dans la SFP. Ensuite, des exploitations qui, au contraire, fortement diminué le maïs. Donc, au-delà d'une baisse de plus de 4 points de sa part dans la SF. Et à l'opposé, ceux qui ont augmenté fortement la part de maïs. Donc, 25 fermes. Donc, on va dire que globalement, celles qui sont restées stables, soit en conventionnel, soit en bio, c'est à peu près 2/3 de l'échantillon. Et quand on en a en gros 12% qui ont fortement augmenté le maïs, les autres, donc c'était plutôt vers de l'herbe quand on cumule les conventionnels et les bio. Quelques chiffres au niveau des structures de ces exploitations.
Ce qu'on observe, c'est des surfaces qui sont relativement proches, peut-être un peu inférieures pour les bio, 118 hectares pour les bio historiques, mais sinon pour les conventionnels, vous voyez entre 136 et 156 hectares. Ensuite, au niveau de la part de grande culture, la part de grande culture, l'inverse de la part de SFP. Ce qu'on voit quand même, c'est que ceux qui ont fortement augmenté en maïs, il y a 70% de la SAU qui est en SFP, ce qui veut dire qu'on était à 32% de la surface qui est en grande culture, ce qui est plus important, plus marqué que pour les autres systèmes où ça tourne autour de 23-25% pour ceux qui sont stables ou qui ont beaucoup d'herbes. Et par contre, chez les bio, on a une faible part de grande culture ou une grosse part de SF, à savoir autour de 21-25%. Effectif de vaches, vous avez les chiffres. Alors, hormis pour les bio historiques, on a entre guillemets seulement 65 vaches. Les autres tournent entre 80 et 100 vaches et un petit peu plus, donc des fermes plus grandes en taille de troupeau pour celles qui ont fortement augmenté en maïs. Et ensuite, autre point quand même marquant sur cette diapo, c'est que la productivité de la main-d'œuvre passe du simple à à 3 fois entre les bio historiques qui sont à 143 000 litres de lait par unité de main-d'œuvre rémunérée, alors que les conventionnels qui ont fortement augmenté en maïs sont au triple avec 445 000 litres de lait par unité de main-d'œuvre. Alors bon, je ne vais pas revenir sur les aspects travail, on en a parlé tout à l'heure, mais forcément, ça a des conséquences au niveau des équipements et du travail globalement pour les éleveurs. Alors, on va vous présenter avec Mathilde les 5 systèmes un peu, voilà, pour vous montrer comment ils ont évolué. Je commence par les bio. Les bio, donc ceux qui étaient bio au début de la période et qui l'étaient encore en fin de période, 25 fermes, globalement des systèmes qui sont très stables, qui sont centrés sur l'herbe, avec une rentabilité qui reste limitée, mais quelque part des fermes qui ont maintenu leurs revenus stable autour de 31 000 € par unité de main-d'œuvre exploitant, mais pour rappel, avec seulement 143 000 litres de lait. Alors, l'effet marquant sur ces exploitations, c'est qu'on a une très très faible part de maïs. Ils sont peu nombreux à avoir du maïs. La plupart sont tout herbes. Bon, si on fait la moyenne, on est à 2%. C'est des exploitations sur la période qui ont perdu un petit peu de lait en termes de volume, bon, pas beaucoup, 7 000 litres. La production par vache a eu tendance à se tasser et a perdu 400 litres. On observe une légère baisse du chargement de 0,13 UGB par hectare de SFP, mais on verra que dans l'ensemble, il y a eu une baisse dans tous les systèmes. Et puis, en autonomie massique, ces systèmes ont un petit peu perdu 5 points d'autonomie. Par contre, l'autonomie protéique est restée parfaitement stable et à un niveau très élevé de 87%. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est valable pour l'ensemble des exploitations, j'aurais dû le dire avant quand même, c'est que, et ça a un peu été dit tout à l'heure dans la présentation autour du travail et des structures d'exploitation, c'est qu'on observe une certaine spécialisation de production laitière. Et alors sans doute que c'était, voilà, les éleveurs avaient anticipé cette sortie de quota. C'est globalement au niveau de l'atelier lait, on a plus de vaches sur l'ensemble des UGBLS, qui sous-entend qu'on a un peu moins de génisses de renouvellement, donc une certaine spécialisation. On a gagné 2 points quand on fait le pourcentage d'UGB vache sur les UGB lait. On est passé de 67% à peu près 70%. Voilà, donc pour ces exploitations qui étaient bio, qui donc ont un revenu qui s'est maintenu, et les exploitations bio, les exploitations qui se sont converties à la bio au cours de la période,
Alors, présentation un petit peu différente, là, volontairement, c'est que ce qui est marquant dans ces exploitations, c'est la baisse du chargement. Donc, c'est la courbe bleue. Des exploitations qui ont démarré autour de 1,6 UGB par hectare. Enfin, si on fait la moyenne des 2 années, on est peut-être autour de 1,5 et qui finissent autour d'un chargement de 1 UGB par hectare de SFP. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'elles se rapprochent des exploitations qui sont bio. C'est la courbe verte qui est en bas, donc cette courbe qui est autour de 1 UGB par hectare, et on termine la période autour de 0,9 UGB par hectare de SFP. Quelqu'un tout à l'heure a posé la question de l'évolution des chargements sur la période. On a aussi sur cette même courbe l'évolution des exploitations qui sont conventionnelles. Donc, vous voyez quand même une tendance générale à la baisse. On était autour de 1,5 au départ. En 2020, on est à 1,40. Alors, avec une année fourragère, je l'ai dit tout à l'heure, 2021 qui était très, très bonne, on a eu une grosse remontée. Heureusement, j'allais dire, l'année 2020 avait été compliquée et puis 2022 compliquée, donc il y avait eu beaucoup de stocks réalisés, du report de stock qui a permis d'amortir un peu, j'allais dire, le coût pour l'année 2022 où pour toutes les exploitations, on a eu quand même une grosse baisse du chargement. Voilà, donc pour en revenir aux exploitations qui sont converties à la bio, globalement, c'est des exploitations qui avaient augmenté en surface. Ça a été le cas pratiquement pour toutes les exploitations, y compris les conventionnelles. Sauf que pour ces bio, elles ont fortement augmenté la surface fourragère, c'est-à-dire qu'elles ont diminué leur surface en céréales pour produire plus de fourrage. Ces exploitations, en fait, se sont fortement tournées vers une recherche d'autonomie alimentaire, et on le voit un peu plus bas, plus 6 points d'autonomie massique globale pour l'exploitation. Des exploitations qui ont réduit aussi leur part de maïs pour faire de l'herbe et qui ont recherché l'équilibre en fait entre herbe et céréales et qui ont globalement beaucoup gagné en autonomie à tout niveau et en autonomie protéique, notamment 16 points d'autonomie supplémentaire. Voilà, ça s'est fait aussi par une réduction des consommations de concentrés, donc baisse des consommations de tourteaux et pour donc autoconsommer ces céréales. Cependant, cette diminution des consommations de concentrés a entraîné une baisse de production par vache, donc de près de 1300 litres de production par vache. Bon, il y a eu une augmentation du nombre de vaches qui a un peu, j'allais dire, amorti la baisse de production par unité de main-d'œuvre. Vous l'avez sur le bas de la diapo. C'est une baisse globalement de 68 000 litres par unité de main-d'œuvre rémunérée. Donc, une grosse chute qui est très, très variable quand même d'une exploitation à l'autre. Ce n'est pas le cas de toutes. Voilà. Mais si on fait la moyenne de cette baisse, voilà combien on est. Et néanmoins, une augmentation du revenu disponible de 14 000 € par UMO exploitant. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit et je vais laisser la parole à Mathilde pour nous parler des exploitations qui sont conventionnelles. Donc, bonjour à tous, Mathilde Jouffroy de l'Institut de l'Élevage. Donc, je vais vous présenter en effet les 3 typologies conventionnelles qu'on vous a présentées avant. Donc, la première typologie, la plus représentée en fait dans notre échantillon, c'est les conventionnels stables, donc c'est-à-dire qui ont une part de maïs dans la SFP qui a évolué entre moins 4 et plus 4 points seulement. Donc là, sur cette exploitation, ce qui est marquant, c'est qu'ils ont une part de maïs dans la SFP assez faible, ils sont à 20%, sachant qu'on a dans cela des exploitations très herbagères, donc à 0% de maïs dans la SFP, et certaines exploitations dont le système repose plus sur le maïs, donc jusqu'à 30%. Ces exploitations, elles sont localisées majoritairement dans les zones à forte prairie, enfin dans des zones où il y a beaucoup de prairies naturelles. Et ce qui est assez marquant sur ces exploitations, c'est qu'on a un agrandissement proportionnel entre les surfaces et le cheptel, donc que ce soit SAU, SFP et vaches laitières. Donc finalement, même si l'atelier viande de ces exploitations où les cultures sont restées globalement stables,
les augmentations de surface, elles se sont faites notamment sur l'atelier lait. Donc, l'augmentation de surface a permis d'élever plus de vaches laitières et du coup de livrer plus de lait, puisqu'on est à peu près à 80 000 litres de lait en moyenne par exploitation en plus sur la période. Ce qu'on observe aussi sur ces systèmes, c'est qu'ils sont marqués par une grande stabilité, que ce soit du système ou des performances. On est à une productivité à la vache qui est globalement constante, un système fourragé constant aussi, et une consommation de concentré qui a peu évolué, puisqu'on est à 60 kg en plus par vache par an. Et donc, c'est des systèmes assez cohérents qui s'inscrivent dans un rythme de croisière. Donc, c'est sûrement aussi pour ça qu'on en retrouve beaucoup, puisque c'est nos critères de sélection sur les exploitations Inosis. Et ce qu'on observe, c'est que les performances économiques qui en ont découlé sont plutôt intéressantes. On a augmenté de 30 000 euros par UMO exploitant, donc pour 16 000 litres en plus par UMO rémunéré. Ensuite, Monique, si tu peux passer la diapo, pardon. Merci. Ensuite, on a une autre typologie qui est donc des systèmes qui sont partis vers plus d'herbe, les conventionnels plus d'herbe. Donc, on avait 36 exploitations dans ce cas-là. Donc, dans ce cas, les hectares supplémentaires ont été destinés à de la SFP, notamment des surfaces en herbe. Donc, sachant qu'on est bien sur des notions de trajectoire. Donc, ces exploitations, au départ, elles étaient à 40% de maïs dans la SFP et elles ont choisi de désintensifier. Donc, elles ont perdu à peu près 10 points de maïs dans la SFP. Mais c'est vraiment des exploitations qui ne sont pas forcément herbagères au départ, quoi. Donc, sur ces exploitations, finalement, en lien avec l'augmentation de SFP et une augmentation du cheptel un peu plus faible que l'augmentation de SFP, on a donc une baisse de chargement en UGB par hectare assez marquée. Le changement, donc, c'est aussi permis en lien avec une spécialisation vers l'atelier lait, puisqu'on a aussi une part liée à l'atelier viande en UGB viande et une part de culture de vente qui diminue sur ces exploitations. Et le changement de système fourrager, par contre, a entraîné une diminution de la productivité laitière à concentré constant, puisque même si on achète moins d'aliments du commerce, on consomme plus de céréales autoconsommées. Et donc, un fait marquant sur ces exploitations par rapport à celles qu'on va voir ensuite, c'est qu'on a une autonomie massique qui est restée stable sur la période. Et par contre, on a l'autonomie protéique qui a largement augmenté. Donc, on peut voir que ces exploitations, elles ont augmenté seulement de 4 500 litres par UMO rémunéré, donc en lien avec la baisse de productivité laitière. Par contre, le revenu disponible a quand même augmenté de à peu près 24 000 euros par UMO exploitant. Et ce qui est noté sur ces exploitations aussi, c'est finalement la moindre dépendance aux intrants, donc baisse des aliments achetés, baisse du carburant en litres par hectare et puis baisse des engrais. Par contre, voilà, comme on le voit sur nos graphiques, en 21-22 par rapport à 14-15, on a quand même une évolution du revenu disponible par UMO exploitant qui est largement plus variable qu'en début de période, en fin de période qu'en début de période. Et pour finir, la dernière typologie qui va nous permettre d'introduire oui, non, c'est bon, tu peux passer. Qui va nous permettre d'introduire le sujet suivant. Donc, c'est les conventionnels qui sont partis vers plus de maïs dans la SFP. Finalement, ces exploitations-là, elles sont marquées par une intensification assez importante, que ce soit donc dans leur système fourrager, mais aussi dans la productivité de la main-d'œuvre, puisqu'on augmente de 55 000 litres par UMO rémunéré. Et donc, ça fait à peu près 200 000 litres par exploitation en production de lait. Ces exploitations aussi, cette augmentation de la productivité, elle s'est faite avec une reprise un peu moindre que les autres typologies en termes de surface. On n'augmente que de 6 hectares de SAU, alors qu'on augmente de 23 vaches laitières environ. Donc, ce qu'on observe finalement, ça a été permis par le changement de système fourrager, donc avec plus de maïs dans la SFP, donc plus de rendement potentiellement à l'hectare, ce qui nous a permis de stabiliser le chargement par hectare de SFP. On observe aussi une forte spécialisation dans cette typologie-là, puisque c'est la typologie où il y a eu le plus de baisse en termes d'UGB viande et en hectares de grande culture. Et donc, en lien avec ce changement de système fourrager, ce qu'on observe, c'est finalement une augmentation de la production, à peu près 150 litres par vache par an, mais qui s'est fait aussi avec plus de concentré distribué. On augmente de 100 kg de concentré par vache et par an. Et donc, les critères d'autonomie massique et protéique se sont dégradés puisqu'on perd 7 points d'autonomie protéique notamment.
Par contre, ce qu'on observe, c'est que dans un contexte du lait porteur, forcément, cette augmentation de litrage, elle s'est vue aussi sur une augmentation du revenu disponible, puisqu'on augmente de 46 000 euros par UMO exploitant en termes de revenus disponibles, mais d'autant plus avec une forte variabilité sur cette typologie. Donc finalement, à travers notre échantillon de 215 fermes, ce qu'on observe, c'est que les exploitations entre 2014-2015 et 21-22 ont eu des évolutions assez variables. Une forte proportion dans notre échantillon, donc 63%, sont restés sur un système fourrager relativement stable, que ce soit les biohistoriques ou les conventionnels stables. Il y a une partie de l'échantillon qui a aussi choisi d'extensifier, donc soit les conversions bio, soit ceux qui sont partis vers les conventionnels qui sont partis vers plus d'herbes. Donc ça représentait 25% de l'échantillon, et d'autres qui ont choisi d'intensifier, mais qui représentent seulement 12% de notre échantillon. Donc finalement, on peut corréler ça aussi à l'augmentation de la SAU. On remarque que les systèmes qui ont augmenté le moins en termes de surface ont choisi une stratégie plutôt volume, donc avec intensification de l'activité laitière, donc plus de maïs, moins de pâturage potentiellement, plus de fourrage conservé distribué, plus de concentré, plus de lait par vache. Donc avec une forte augmentation du revenu disponible dans un contexte du lait porteur, mais aussi avec malgré tout une résilience qui peut être mise en cause, puisque plus dépendant des achats extérieurs, notamment en aliments, carburants, etc. Et ceux qui ont augmenté le plus en termes de SAU ont plutôt diminué donc le chargement, ont acheté moins de fourrage et ont une productivité à la vache constante, voire en baisse. Donc une stratégie plutôt finalement surface. Et pour finir, je ne sais pas si on a le temps de passer ce petit diapo-là, mais on avait essayé de regarder, suivant les typologies, quelles étaient leurs forces, faiblesses et puis axes de travail. Donc les conventionnels stables, globalement, on voit qu'ils ont maintenu la diversification et l'équilibre entre ateliers lait, viande et culture. Les conventionnels plus d'herbe sont partis vers une meilleure maîtrise des charges et une meilleure résilience aux aléas climatiques et économiques. Les conventionnels plus de maïs sont montrés sur cette période-là une très bonne performance dans un contexte économique et agronomique favorable, mais néanmoins, voilà, un gros point de vigilance sur leur dépendance aux matières achetées, sur la transmission de ces exploitations. Et donc, les biohistoriques, le fait marquant, et donc la productivité des prairies qui a été plutôt en berne, avec une forte diminution du chargement ces dernières années. Et donc, les biologiques conversions sont des structures qui ont plutôt bien supporté la baisse de production laitière, en lien avec déjà une optimisation des charges avant la conversion. Et on peut se poser, par contre, dans le contexte actuel, des questions sur l'équilibre économique post-conversion.